Donc, le titre de mon exposé, enfin le sous-titre de mon exposé, vous voyez, il a une odeur un petit peu de philosophie de comptoir. Alors, je vais essayer de me rattraper en vous proposant en introduction euh, un petit jeu avec des philosophes qui sont loin d'être des philosophes de comptoir. Donc là, je vous ai mis 5 citations autour de l'incertitude et les portraits des gens qui les ont faits. Et je vous invite à essayer de deviner qui a dit quoi. Alors il y en a un qui a dit « Je préfère le désespoir à l'incertitude ». Un autre a dit « Nous souhaitons la vérité et nous ne trouvons en nous qu'incertitude ». Quant aux deux passions de l'incertitude, ce sont la peur et l'espérance. L'incertitude est l'essence même de l'aventure amoureuse et la connaissance progresse en intégrant en elle l'incertitude, non en l'exorcisant. Vous avez deviné ? Bien sûr, vous êtes bon. Donc on ne va pas faire une dissertation philosophique, mais ce qui me paraît intéressant dans toutes ces citations, c'est qu'elles disent finalement 2 ou 3 choses très simples. La première, c'est que toute entreprise humaine, qu'elle soit intellectuelle, affective ou même mystique, recèle en elle une part d'incertitude. La deuxième, c'est que si on néglige et si on veut mettre sous le tapis cette part d'incertitude, ben on ne progresse pas. Et la troisième, c'est peut-être la plus positive, c'est que c'est parce qu'il y a de l'incertitude aussi qu'il y a de l'espoir. Mais aussi de la peur. C'est un peu ce que Étienne disait avec le risque. Bien, on va partir de cette vision un peu positive de l'incertitude pour parler de ce qui se passe en modélisation des agro-hydrosystèmes. Alors, c'est quoi cette bête-là ? C'est une méthode où on décrit un paysage, des sols, des climats, des pratiques agricoles dans un petit territoire agricole. Et à partir de cette description, on plaque un certain nombre d'équations, donc des formules mathématiques qui vont essayer de reproduire l'évolution de ce système. Et reproduire l'évolution de ce système, en particulier sous l'effet des aléas et des changements climatiques et des événements climatiques en général, et puis sous l'effet des pratiques agricoles et des pratiques d'aménagement du paysage. Tout ça pour calculer au final des flux, des concentrations aux exutoires, donc dans les rivières qui drainent ces systèmes. Et pourquoi on fait ça ? On fait ça pour mieux comprendre, mais aussi pour essayer d'aider à la décision, parce que ça permet de faire des scénarios, c'est-à-dire on peut changer avec le modèle la façon dont on gère le territoire et voir ce que ça donnerait en termes d'impact sur la qualité de l'eau. Et donc exactement comme ce qui vous a été dit tout à l'heure, on a 3 grandes sources d'incertitude là sur les données d'entrée, sur le processus de modélisation lui-même et puis sur ce qu'on fait des résultats. Et donc je vais passer en revue ces trois domaines. Donc nous aussi, on ne compte pas les poissons, mais chez nous aussi, on a des gros problèmes à définir et à mesurer ce qui se passe dans notre système. Et des éminents collègues ont dit que le bassin versant, c'était un système complètement non mesurable. Mais malgré ça, il y a quand même des choses qu'on sait avec plus ou moins de précision. Par exemple, les données climatiques. On a maintenant une très bonne connaissance avec une incertitude qu'on peut facilement quantifier et qui est relativement faible. Les données sur les débits, les concentrations, là, ça dépend beaucoup des stratégies qu'on met en œuvre pour les acquérir. Alors, il y a des endroits où c'est très bien, d'autres où c'est bien moins bien. Pour ce qui est de la description du paysage en lui-même, jusqu'il y a une dizaine d'années, on avait beaucoup de misère, mais maintenant, ça va plutôt de mieux en mieux. On développe de plus en plus d'outils et il y a de plus en plus de bases de données accessibles, spatiales, qui permettent de se débrouiller avec ça. Pour les données sol, je voudrais souligner qu'on est en Bretagne particulièrement privilégié avec une opération qui s'appelle Sol de Bretagne, qui non seulement délivre des informations brutes
sur les sols qu'on peut rencontrer un peu partout en Bretagne, mais en plus développe de plus en plus de produits dérivés à partir de cette information. Et pour le sous-sol, c'est un peu pareil, on est plutôt bien loti, malgré le fait que la Bretagne soit extrêmement complexe en matière de sous-sol. Mais le problème, c'est que même si on arrivait à décrire de mieux en mieux toutes ces choses-là, bien souvent, les paramètres des modèles, ils sont légèrement différents de ce qu'on peut réellement accéder sur le terrain, et donc on ne peut pas les connaître partout et en tout point. Et puis quand on passe aux données agricoles qui nous sont nécessaires, alors là, ça devient un peu plus problématique. Les sources sont multiples, sont hétérogènes, sont à fiabilité extrêmement variable. Il y a des données qui sont inaccessibles parce que protégées par secret statistique. Il y en a d'autres qui sont trop coûteuses ou trop compliquées à acquérir. Il y en a même qui n'existent virtuellement pas, à savoir que c'est des pratiques ou des choses que l'agriculteur fait, mais il n'en a pas conscience ou il ne les enregistre pas. Donc la conclusion, c'est que c'est impossible de quantifier directement ces incertitudes-là. Maintenant, les processus de modélisation. Alors là aussi, il y a 3 sous-phases. Il y a la construction du modèle, il y a la phase de calibration-validation, qui est en fait de comparer les résultats du modèle avec ce qui est disponible comme observation. Et puis, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la construction de scénarios et donc un peu la prospection. Qu'est-ce qui se passerait si? Alors, construction du modèle, l'idée c'est de partir de la réalité avec toute sa complexité et de simplifier à outrance tout ça pour arriver à le rentrer dans un ordinateur. Donc, cette schématisation conduit bien sûr à négliger des tas de choses. Et donc c'est un travail très conscient de hiérarchisation et qu'on est obligé de faire. Et aussi une certaine idée qu'on se fait et qu'on choisit de se faire du fonctionnement du système qui bien sûr génère une déformation de la réalité. Et puis le deuxième stade, c'est que même une fois qu'on a ce schéma dans la tête, il faut le traduire sous forme de code mathématique. Et là encore, on est obligé de déformer un petit peu les choses. Et bien entendu, là encore, on ne peut pas quantifier directement les déformations qu'on provoque en faisant cet exercice. Quand on arrive à la phase de calibration, de validation, là, je vais simplifier. En gros, il y a 3 choses qu'on s'efforce de faire. La première chose, c'est de limiter ce qu'on va calibrer, ce qu'on va caler. Parce que moins on a de paramètres à caler, plus on a de prises, plus on a de contraintes sur ces paramètres. La deuxième chose, c'est d'essayer de borner, donc d'avoir des limites relativement resserrées des valeurs possibles de ces paramètres. Alors ça implique que le modèle le permette, c'est-à-dire que les paramètres du modèle aient une certaine signification physique. Et puis la troisième chose, c'est d'essayer de multiplier les sources d'observation qui vont nous permettre de contraindre le modèle à différents points de son fonctionnement. Et là, la bonne nouvelle, c'est que quand on en est à ce stade-là, on peut commencer à quantifier, mais on va quantifier donc la somme des 2 processus, hein, la somme des erreurs dues à la construction du modèle et puis celle due au processus de calibration. Et là, je voudrais citer par exemple le travail que font des collaborateurs à nous, hein, le bureau d'études CHEM, qui, dans un travail pour le plan algues vertes, ont calculé comme ça des incertitudes à partir d'une idée assez courante en hydrologie, qui est que plusieurs modèles ou plusieurs jeux de paramètres peuvent donner la même performance en termes de reconstitution de la réalité. Ce qu'on appelle des modèles équifinaux. Et on a des méthodes qui permettent, en respectant un certain nombre de règles statistiques, de générer tout un ensemble de modèles équifinaux, donc des milliers, hein, donc ça veut dire beaucoup de temps de calcul. Et
moyennant un processus d'optimisation, on peut réduire un petit peu ce nombre de simulations et puis finalement calculer un intervalle de confiance sur les résultats. Et là, je voulais quelques exemples sur le débit d'abord. Vous voyez, c'est assez resserré. On peut estimer dans ce cas précis, qu'on arrive à prévoir le débit relativement fidèlement. Et puis la même chose avec le quantile 90 des concentrations en nitrate. Et là, vous voyez que les intervalles sont bien sûr beaucoup plus larges parce que toutes les incertitudes sur les données d'entrée en particulier, mais aussi sur les processus qui sont bien plus nombreux. Une autre chose qu'on peut faire, mais là c'est beaucoup plus empirique, pour essayer d'avoir une idée de ce que c'est l'impact d'une mésestimation des entrées sur les résultats. Ben ça, c'est un petit travail qu'on a fait donc, dans un exercice précédent, hein, dans le cadre d'une commande pour l'État, où on a fait 2 fois le processus. On avait des données collectées, on les a pris telles quelles, on a calibré, on a fait des scénarios, et puis dans un deuxième temps, on a rajouté 20 kg d'azote par hectare et par an en disant peut-être les agriculteurs avaient tendance à sous-estimer ce qu'ils nous déclaraient. On a refait la calibration et on a refait les scénarios. Et le résultat, vous voyez, c'est que finalement, toutes ces courbes-là sont relativement proches les unes des autres. Alors dans le détail, on va sous-estimer un peu l'effet d'un scénario de réduction d'intrants, hein, pour des raisons que je pourrais vous détailler si vous le voulez. Mais l'idée forte, c'est qu'en fait, la calibration va absorber une grande partie de cette variabilité. Parce qu'avec l'exercice de calibration, on va corriger d'une certaine façon les erreurs sur les données d'entrée. Et finalement, donc, la construction de scénarios et l'analyse de ces effets. Alors là, il y a, les choses qu'il faut dire, c'est assez évident, mais on les oublie parfois quand on fait appel à des modèles. C'est qu'on ne peut tester des scénarios que dans le domaine de validité du modèle. C'est-à-dire on ne peut tester des scénarios que si le modèle est sensible à ce qu'on va faire varier par rapport à la situation actuelle. Et puis bien sûr que ces scénarios n'ont pas pour vocation à deviner le futur, mais bien à proposer des estimations d'évolution sous contrainte d'un certain nombre d'hypothèses qu'on pose au départ. Mais alors par chance, des fois, les hypothèses qu'on a posées pour calculer un scénario se réalisent, et on peut revenir dans ces cas-là quelques années plus tard pour voir si le modèle, comment le modèle s'est comporté par rapport à cette capacité prédictive. Et c'est ce qu'on a fait par rapport à la première étude qu'on a faite d'un point de vue opérationnel, qui était pour l'expertise Bretagne au pur, où donc on avait en 2004 calibré notre modèle sur les données existantes. On avait fait une projection en considérant que les pratiques agricoles allaient assez peu évoluer par la suite. Et puis depuis, donc, les mesures ont continué et on a pu vérifier que finalement, le modèle se comportait relativement bien au niveau capacité prédictive. Au passage, c'est le genre de choses que nos amis économistes font assez rarement, de contrôler a posteriori la validité de leurs prédictions. C'était une blague. Et donc on en arrive à la dernière phase, qui est l'incertitude sur l'exploitation des résultats. Et donc finalement, c'est là où on est obligé d'expliciter vraiment ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, pour pouvoir avancer et dialoguer avec les décideurs, comme l'a très bien dit Étienne tout à l'heure. Alors donc, en résumé, ce qu'on sait, c'est que les données d'entrée sont extrêmement incertaines, et on n'est même pas fichu de savoir exactement de combien elles sont incertaines. Mais cette imprécision, elle n'empêche pas de pouvoir identifier un peu les déterminants majeurs, et donc de pouvoir proposer des choses en termes d'évolution et de gestion. De la même façon, les modèles déforment la réalité, mais on est incapable de vraiment quantifier jusqu'où il la déforme. Mais je dirais c'est un peu comme une caricature. Ça donne une image de cette réalité qui peut être tout aussi révélatrice d'un certain nombre de traits
de caractère de celui qu'on image, autant qu'une photo, ou voire plus. Et puis enfin, les résultats des scénarios sont pas précis, mais la question c'est plutôt de savoir effectivement s'ils sont utiles ou pas. Et là pour ça, il y a un effort à faire et une rigueur à avoir pour bien expliquer du point de vue du chercheur, mais aussi pour bien saisir du point de vue du client, entre guillemets, la portée et les limites de ces résultats. Et puis ça implique quasiment nécessairement que le travail de modélisation il soit participatif, c'est-à-dire qu'on fasse participer le commanditaire de l'étude dès la construction du jeu de données et puis jusqu'à l'interprétation des résultats. Et donc pour finir, c'est exactement ce que disait Tienne à propos de l'abus du doute, hein, ces incertitudes, ça doit inciter à la prudence, mais pas servir de prétexte ni au rejet en bloc, ni à l'inaction. Et donc pour conclure, je me permettrai de modifier légèrement deux des citations que j'ai prises au début. Hein, c'est que incertitude, c'est vraiment l'essence même de l'aventure scientifique. Hein. La science, contrairement à ce que pouvaient dire les positivistes, ce n'est pas la recherche de la vérité, c'est plutôt la délimitation de la connaissance et de l'inconnaissance. Et puis, il n'y a pas que la connaissance, mais aussi la décision responsable qui peut progresser en intégrant en elle l'incertitude. Mais je ne suis pas sûr que les auteurs respectifs seraient très contents de ces modifications.